Écoutez, la Société Saint-Jean-Baptiste, simplement pour vous rappeler, c'est quand même une vieille organisation. Elle existe depuis 1852 à Mauricie. Et pour nous, c'est un devoir de prêter nos locaux à différents organismes pour différentes causes. Et ce matin, vous en avez une. Alors, on vous accueille, on vous laisse la salle, le droit de vous exprimer. Alors, on vous accompagne là-dedans. On vous remercie d'être présent. Merci aux gens aussi là, qui s'impliquent activement pour ce dossier de la société civile. Alors, merci beaucoup et bienvenue à la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonne rencontre. Merci. Juste pour vous signaler aussi que Mme Isabelle Blais a un petit peu de retard. Là. Elle arrive de Montréal, donc on ne contrôle pas tout à fait la circulation. Donc, mais elle va être là, c'est certain qu'elle va arriver. Alors, bienvenue et merci d'être présente à cette conférence de presse pour le collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux. Moi, je suis la porte-parole, Carole Neal. Je suis la porte-parole du collectif pour la section Mekinac. Et il y a... René Baudouin, moi, je suis le porte-parole de Sainte-Geneviève-de-Vatican et je suis le porte-parole du côté des Chenaux. Alors, je veux simplement souligner ce matin aussi qu'il y a plusieurs élus qui sont dans la salle. D'ailleurs, ils ont des petits, des genres de petits macarons, de petits papiers. Il y a aussi plusieurs producteurs agricoles, plusieurs producteurs, des producteurs terriens. Et il y a aussi le président du Syndicat canadien de la fonction publique du Québec, donc M. Patrick Bloutenay, qui est ici ce matin pour nous appuyer. Et nous avons aussi Mme Martine Ouellette, qui est la présidente. Le chef. Oui, excuse-moi. Donc, chef du Parti Climat Québec, qui est venu nous appuyer. Et il va y avoir d'autres surprises, mais les autres surprises, vous allez les voir sur vidéo. Alors, donc, et on va vous présenter maintenant les personnes qui vont prendre la parole. Non, là, c'est l'autre partie. On suit notre déroulement. Alors, à la table ici, donc, se joint à nous Normand Baudet. Normand Baudet, qui est le responsable de la mobilisation à la Fondation Rivière. Et doit arriver également Rachel Feldman, qui est la présidente du collectif Vent d'élus et qui a un problème sur la route actuellement et qui doit se joindre également à nous. C'est la chaise qui est juste ici. Et bien sûr, Mme Isabelle Blais, la comédienne, qui va venir se joindre à nous et qui va prendre la parole. Alors donc, ce matin, je vais commencer. Qui sommes-nous et que représentons-nous? Parce que c'est quand même la partie essentielle. Alors, attendez un petit peu, j'ai oublié de nommer M. Claude Laflamme, qui fait partie de l'exécutif du comté de Champlain, l'exécutif du Parti québécois, du comté de Champlain. Alors, qui sommes-nous et que représentons-nous? Alors, il est important de souligner, à grands traits, que nos pétitions, plusieurs pétitions ont circulé, ont recueilli plus de 4100 signatures. Et les gens qui ont signé s'opposent à TES Canada, au projet de TES Canada, et nous les représentons. Donc, et je tiens ici à citer les propos de M. Bernard Thompson, ancien maire d'Hérouville, vous le connaissez, et ancien préfet de la MRC de Mekinac, qui, le 18 septembre dernier, à l'émission Toujours le matin, à Radio-Canada, a dit ces propos. La pétition en tant que telle, elle envoie un signal drôlement important. On ne peut pas être indifférent à cela. Si on montre de l'indifférence, on vient de perdre nos citoyens. Donc, ça dit l'importance que M. Thompson accorde aux pétitions. Alors, là, on va dire ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas un petit groupe d'opposants, ni un petit bassin de personnes que TES Canada se doit d'éduquer, ni ou encore une minorité bruyante à laquelle s'oppose une pseudo-majorité silencieuse en faveur du projet. Je ne sais pas trop pourquoi, mais les élus en général interprètent toujours la majorité silencieuse en leur faveur. Je ne sais pas trop comment ils réussissent à le faire, mais c'est toujours le cas. Le collectif Toujours Maître chez nous, évidemment, fait référence à la nationalisation de l'électricité parce que nous voulons demeurer maîtres de nos ressources énergétiques par le biais, évidemment, de notre société d'État Hydro-Québec. Je dis notre société d'État parce que ça revient à la population. Il ne faut pas oublier que la population québécoise a décidé
à la suite d'une élection, il y a plus de 60 ans, d'être maître chez nous et nous voulons le rester. Nous y tenons. Alors, qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce que le collectif Toujours Maître chez nous défend? On défend d'abord une véritable acceptabilité sociale. Pas une acceptabilité sociale qui est déguisée. On veut que ce soit une acceptabilité sociale qui soit basée sur le consentement majoritaire des citoyens et des citoyennes concernés. Et Marie-Ève Maillé et Pierre Batelier ont publié récemment L'acceptabilité sociale, sans oui, c'est non. C'est exactement ce que nous disons. Sans oui, c'est non. Et nous nous opposons à un produit de remplacement d'acceptabilité sociale que certains ont nommé une trame de fond en faveur du projet ou encore une pseudo-pertinence sociale. Nous, on veut l'acceptabilité sociale. Alors, qu'est-ce que nous défendons encore? C'est le contrôle de nos ressources énergétiques. Donc, le projet TES Canada est l'exemple parfait de la privatisation de l'électricité. Donc, je l'ai dit en commission parlementaire, donc je ne suis pas gênée de répéter. Elle s'approprie nos ressources énergétiques, bénéficie de nombreuses subventions fédérales, ce dont on parle peu, de crédits d'impôt de toutes sortes, de crédits carbone, d'un bloc d'électricité de 150 MW à bas prix, et d'autres avantages peut-être qui ne sont pas encore connus. Alors, ce n'est donc pas un investissement entièrement privé, ce qu'on répète allègrement. Par ailleurs, elle vendra un jour son électricité en période de pointe hivernale, enfin, au début, à Hydro-Québec, beaucoup plus cher. Et comme d'autres compagnies, elle mettra à l'abri ses multiples profits dans des paradis fiscaux. Et là, ici, on se réfère à l'étude menée par Colin Pratt de l'Institut de recherche et d'information socio-économique sur les paradis fiscaux au Luxembourg. Alors, Alain Pratt a découvert que plusieurs compagnies canadiennes qui détenaient des infrastructures liées aux énergies renouvelables avaient transféré des dizaines de millions de profits au Luxembourg dans la dernière décennie, donc pour les mettre à l'abri de l'impôt. Alors, et ces ces compagnies, on y retrouve Énergie et on retrouve Boralex. Alors, si d'autres pays étrangers rendaient leurs données financières accessibles au public, parce que seul le Luxembourg rend les données financières accessibles au public, il faut le savoir ça. Mais s'il y avait d'autres pays fiscaux qui faisaient la même chose, ben, qu'est-ce qu'on découvrirait en ce qui concerne TES et qu'est-ce qu'on découvrirait, pardonnez-moi, en ce qui concerne Power Corporation? Peut-être qu'on ferait de belles découvertes. Donc, TES Canada, pour l'instant, on ne peut pas le découvrir parce qu'il n'a pas encore commencé, mais on va peut-être le découvrir aussi un jour pour TES Canada. Donc, TES Canada est l'exemple parfait d'une privatisation de l'électricité qui a pour but d'enrichir des compagnies privées au détriment de la population québécoise. Ce que nous défendons également, on défend une véritable décarbonation du Québec et non pas un gaspillage de nos ressources énergétiques qui vise à prolonger l'utilisation d'énergie fossile. Alors, oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Pierre Finet, je suis analyste et porte-parole. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Je suis analyste et porte-parole pour un regroupement des organismes environnementaux en énergie qui existe depuis 27 ans et qui intervient principalement dans les dossiers d'Hydro-Québec et d'Énergie, la Régie de l'énergie, mais aussi dans les commissions parlementaires et les BAP. Et donc, c'est ça, moi, j'ai été interpellé au tout début du dossier de test là, sur son aspect légal, par rapport, entre autres, à l'article 60 de la loi sur la Régie de l'énergie, qui est modifié par par le PA 69, là, mais dont le principe d'adjacence persiste et qui m'a l'air assez élastique. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous entretenir. Principalement, c'était sur, entre autres, des prétentions de Tesla qui dit que son projet servira l'intention et que son projet servira à décarboner le transport lourd et l'industrie. Pourtant, le PDG de l'entreprise a admis qu'il ne peut pas garantir ni un ni l'autre. Donc, c'est pas solide de ça. Sur quoi ça repose? Ça repose l'utilisation de la production éventuelle. C'est un projet de production d'hydrogène, c'est pas un projet de décarbonation.
L'éventuel et hypothétique remplacement des combustibles par de l'hydrogène produit par TESS constituerait bel et bien un projet de décarbonation, mais pas la production d'hydrogène en tant que tel. Quand M. Fitzgibbon il disait, moi, 800 000 tonnes de PLS réduite, puis 1000 mégawatts d'autoproduction, moi j'en prendrais une fois par semaine, c'est pas, lui faire un raccourci un peu abrupt, c'est pas, ça décarbone pas automatiquement qu'on produit de l'hydrogène. Et en plus, ben, on dit qu'on voudrait, c'est ça, non seulement utiliser ça pour le décarboner le camionnage, mais on dit que c'est l'intention, c'est de l'utiliser, la production, dans des procédés qui sont difficilement électrifiables. Or, Énergir fait le contraire en ce moment. Donc, Énergir utilise le GNR en ce moment pour concurrencer l'électrification des usages. Entre autres, depuis le 1er avril de cette année, Énergir oblige tous les nouveaux raccordements à ne consommer que du gaz naturel renouvelable. Consommer en guillemets, parce qu'on s'entend qu'il y a 2% de GNR dans le tuyau, en principe. Donc, on l'attribue, si vous voulez, au nouveau raccordement. Cependant, aucun client du secteur industriel est soumis à cette nouvelle règle. Donc, la rareté du GNR et son prix élevé dicterait pourtant qu'on le réserve pour des procédés industriels difficilement électrifiables. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, il y a eu un article il y a une couple d'années dans la presse qui disait batterie verte, gaz brun. Ben, c'est ça. Énergir a fait une extension de son réseau à Bécancour pour alimenter justement les fabricants de batteries. Et aucun de ces fabricants-là, à court terme, ne prévoit consommer du GNR. Donc, et ça, même si le plan pour une économie verte dit que les nouveaux développements industriels devront favoriser l'énergie verte. Donc, ce qu'on nous répond, c'est que oui, mais ils vont aller utiliser l'électricité verte. Donc, dans ce cas-là, le PEV, ça change absolument rien. C'est le statu quo, là, si c'était le cas. En plus, la stratégie canadienne d'hydrogène encourage l'exportation de cette matière-là. La stratégie d'hydrogène du gouvernement du Québec l'empêche pas du tout. Et le plus beau là-dedans, c'est que TESS n'aurait même pas besoin d'infrastructure d'un port méthanier pour exporter sa production. Elle pourrait juste payer le transport par gazoduc jusqu'à un port méthanier aux États-Unis pour ensuite la liquéfier puis l'envoyer en Europe. Ou la maison mère de TESS pourrait l'accueillir et la revendre telle qu'elle, ou en reséparer l'hydrogène du carbone organique pour la revendre séparément. Le président de TESS en Europe, il dit que l'hydrogène, c'est fantastique, mais ça se transporte bien mal. L'idéal, c'est de merger les molécules d'hydrogène avec des molécules de carbone, et là, en faire du gaz naturel renouvelable, ce qui se transporte pas mal mieux. Donc, écoutez, allez voir sur YouTube, il y a des présentations du président de TESS qui expliquent comment ça fonctionne avec leur filiale à travers le monde. Moi, je crois que oui, si l'intention de TESS c'est de vendre sa production ici, c'est sûrement pas de façon exclusive. Vous pourrez leur demander des garanties si vous voulez. Mais leur business model fonctionne là-dessus. D'ailleurs, je vous inviterai finalement, en terminant, à regarder l'analyse d'impact réglementaire du PL 81 qui a été déposée la semaine dernière, où on prévoit les quantités d'hydrogène nécessaires pour décarboner le transport. On prévoit en avoir besoin, je pense, 30 000 tonnes en 2035, mais 10 000 tonnes en 2030. Et TESS peut en produire 30 000 tonnes en 2028. Donc, il va falloir quelque part cette production-là. Il y a des questions à poser à TESS. Sur ce, ben, écoutez, s'il y en a qui voulaient poser des questions, je peux peut-être en prendre une ou deux tout de suite. Sinon, je serai disponible par téléphone plus tard. Moi, je dois quitter dans 7 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous fournir le numéro de téléphone de M. Finet, donc vous pourrez l'appeler par la suite pour avoir un complément d'information. Merci beaucoup, M. Finet. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on défend? C'est une véritable transition énergétique juste et durable qui tient compte de l'humain, de la biodiversité et des communautés rurales.
Alors, bien des gens ont affirmé là, sur la place publique que le développement éolien est nécessaire et qu'il faut faire sa part. On a quand même remarqué que les personnes qui disaient qu'il faut faire sa part avaient aussi des redevances, mais ça, c'est un autre dossier. Est-ce qu'il est nécessaire, mais on doit se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire d'implanter un parc éolien de 800 MW avec des éoliennes de 210 mètres de haut, je ne sais pas si vous représentez ce que ça veut dire, mais c'est 650 pieds, sur le territoire des deux MRC? Nous ne sommes pas, et ça c'est important de le dire et de le répéter, nous ne sommes pas contre les éoliennes, nous sommes contre les éoliennes en milieu habité, ce qui est deux choses différentes. Et lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 69, M. Finet en a parlé, mais c'est important d'en reparler, concernant la gestion intégrée des ressources énergétiques, la Fondation Rivière a proposé dans son mémoire de coupler les parcs éoliens avec les barrages à réservoirs d'eau. Donc, ils ont proposé une solution pour utiliser les éoliennes dans des milieux déjà perturbés et qui posent moins de problèmes dans les milieux habités. Et là, je vais laisser la parole à Normand Baudet. Merci, Carole. Les gens sont toujours surpris de voir la Fondation Rivière travailler sur le dossier des éoliennes. Ben, s'il n'y a pas d'éoliennes, on va en acheter des rivières. Et là, actuellement, la précipitation actuelle du gouvernement dans ses projets énergétiques, le manque de planification, quand on parle de plan intégré des ressources énergétiques, fait en sorte qu'on se lance dans toutes les directions. Et pour la Fondation Rivière, le gouvernement est en train de tuer les filières alternatives par précipitation et empressement et manque de consultation. On les avait avertis à la haute direction d'Hydro-Québec il y a quelques mois que l'approche du gouvernement au niveau des appels d'offres et l'approche actuellement au niveau de l'autoproduction industrielle était dangereuse parce que ça lèverait des boucliers dans la population, puis après ça, la filière éolienne va être extrêmement difficile à implanter. Donc, la Fondation Rivière a travaillé sur quelques avenues en disant, ben, on n'est pas juste là pour s'opposer, on doit réfléchir à des avenues. Rappelons-nous, Hydro-Québec, bon, je vais faire un petit aparté dans le projet de loi 69, on a travaillé, on a invité les gens d'ici à notre présentation à la commission parlementaire. Le projet de loi 69, par 4 tactiques, est en train d'ouvrir grande la porte au privé dans le secteur électrique au Québec. Première tactique, c'est demander à Hydro-Québec d'aller chercher du financement à l'international pour les grands projets éoliens. Hydro-Québec ne serait pas le seul investisseur et le grand éolien doit être couplé avec les barrages. Parce que c'est une façon de gérer le débit de nos grands barrages. On est en période de pénurie d'eau. Là, Hydro-Québec va être obligé de négocier avec ses actionnaires pour être capable de voir comment on gère nos actifs énergétiques dans le Grand Nord. On est dans une absurdité, c'est extrêmement dangereux. Deuxième élément, actuellement, on est en train de permettre le contournement du processus d'appel d'offres, qui fait en sorte qu'Hydro-Québec établit le besoin, établit les cadres et les entreprises privées qui veulent participer à la production énergétique doivent fonctionner à l'intérieur de ces cadres-là. Maintenant, on va permettre à des projets industriels de se faire valoir directement auprès du ministre pour être capable de gagner l'assentiment pour mettre de l'avant leur projet, ce qui est extrêmement dangereux. Un autre élément aussi, je n'irai pas dans tous les détails, là, mais un autre élément aussi, c'est la question de la distribution. M. Finet parlait de la distribution adjacente. C'est bien beau quand tu as un poste de production d'une centrale hydroélectrique, mais quand tu as un parc éolien à un territoire de rivière, on doit garder à l'esprit qu'actuellement, Hydro-Québec possède 20 000 km² de territoire ennoyé. Donc déjà perturbés, sur lesquels peuvent être installées des installations complémentaires pour préserver l'hydraulicité de nos barrages. Hydro-Québec possède aussi 30 000 km² de territoire total, comprenant les territoires inondés et comprenant toutes les installations d'Hydro-Québec. C'est énormément de territoire déjà, et Hydro-Québec pourrait facilement être maître sur ces territoires-là et maître de l'éolien et de l'hydraulique au Québec. On est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, et pour nous, le projet TES, c'est comme un laboratoire pour le gouvernement.
Parce que là, le gouvernement est en train d'ouvrir la porte un peu puis de tester les conditions au niveau de l'éolien. Ils ont intégré le solaire à la dynamique, toujours de production à des fins industrielles. Rappelons-nous la priorité. Et ce que Fondation Rivière a proposé dans son mémoire à la Commission parlementaire 69, c'est justement une proposition où quand on met ensemble les barrages à réservoir et les éoliennes, c'est nettement plus efficace et pour l'un et pour l'autre, et ça ne perturbe pas le territoire non plus, parce que c'est déjà des secteurs perturbés par les activités énergétiques. Alors, la prochaine. Alors, ce que nous défendons aussi, nous défendons des retombées économiques qui profitent à l'ensemble de la population québécoise et pas juste à quelques-uns. Alors, les retombées économiques de TES Canada ne sont, ça il faut le souligner, ce ne sont que des prévisions qu'ils ont faites. C'est tout à fait hypothétique. Et ce ne sont que des promesses. Et les compagnies privées, hein, on va se le répéter, les compagnies privées sont assez habiles pour faire miroiter des retombées qui ne se concrétiseront jamais. Et lorsque le projet est implanté et que les promesses ne se réalisent pas, ben, il n'y a aucun élu qui a un pouvoir pour forcer ces entreprises-là à accomplir leurs promesses. Il y a un article du journal La Presse, paru cette semaine par Hélène Barry, et je la cite. Vous me permettrez la longue citation. « Il y a à peine 4 ans, en élaborant une stratégie pour percer ce marché, le gouvernement canadien estimait que le marché mondial de l'hydrogène atteindrait 11 000 milliards de dollars en 2050. Retenez ça, 11 000 milliards de dollars en 2050, c'était il y a 4 ans, ce qu'on croyait. En avril dernier, Ressources naturelles Canada, ce n'est pas des conspirationnistes, là. Alors, en avril dernier, Ressources naturelles Canada ramenait cette estimation à un peu moins de 2 000 milliards de dollars. Non plus 11 000 milliards de dollars, mais 2 000 milliards de dollars. C'est une différence de 80 %. Non seulement la bulle de l'hydrogène se dégonfle, mais la journaliste ajoute ceci: TES Canada a reçu 150 MW pour produire de l'hydrogène vert, qui servira à des usages qui restent à déterminer pour des acheteurs qui restent à identifier. Alors, quel sens on peut accorder à ces estimations? Bravo! Alors, on prend note que vous applaudissez Hélène Barry, oui. le 24 novembre dernier. Alors, imaginez donc les estimations de TES Canada sur 23 ans dans un contexte comme celui-là, alors que depuis 4 ans, on en perd 80 %. À cet égard, soulignons également à grands traits que la firme Mallette, les résultats des retombées économiques qui ont été dévoilés l'autre semaine, rappelons-nous bien que Mallette a fait preuve d'une grande prudence en soulignant qu'elle n'a utilisé que les chiffres de TES et que les chiffres de TES n'ont pas été validés. Alors, je vous annonce que je vais produire 15 000 tartes aux pommes pour Noël. C'est ça. Alors, ensuite Mallette, pas Mallette, mais TES Canada fait miroiter des emplois qui se multiplient. Là, hein? Plus il y a des annonces, plus les emplois sont nombreux de ce que nous promettait. Bon. Et les élus considèrent que ces emplois-là, sont tout contents en disant que ce sont de bons emplois. Il faut qu'on rappelle qu'Hydro-Québec offre de bons emplois, déjà. Et il faut rappeler également que les bénéfices que fait Hydro-Québec, 75 % de ça, ça s'en vient dans nos poches à nous autres pour payer des services publics. Ça ne s'en va pas dans des paradis fiscaux, ça ne s'en va pas ailleurs. Alors, bravo! L'an dernier, c'est 2,5 milliards de dollars qu'a remis Hydro-Québec dans les coffres du gouvernement pour nos différents services. J'ajoute à ça que l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, a mené une étude sur la privatisation de l'énergie éolienne et des coûts qui sont associés aux dividendes dont le gouvernement s'est privé en privilégiant les entreprises privées.
Combien ça a coûté à la population québécoise? 6 milliards. 6 milliards de dollars. Alors, je cite ici, l'Institut de recherche en économie contemporaine publie ce matin un rapport qui risque de causer un choc aux clients d'Hydro-Québec. Depuis 2009, les consommateurs ont payé plus de 6 milliards de dollars pour la priorité accordée au développement de la filière éolienne par des investisseurs privés. C'est de l'argent qu'on n'a plus dans nos poches. Et là-dessus, donc, on a un extrait de la vidéo de l'audience qui s'est faite pour la commission parlementaire sur la loi 69. Vous y verrez M. Pascal Paradis, le porte-parole de la troisième opposition sur les énergies là, au gouvernement du Québec, avec M. Pierre-Guy Sylvestre. Qu'on voit, hein, puis on insiste là-dessus, c'est que l'article 38 ouvre la porte à la privatisation des opérations, à la privatisation même de la propriété d'un réseau de distribution. Il y a plusieurs impacts sur la sécurité énergétique, sur la rente économique, sur le trou d'intermittent qui est au privé. Toutes les réserves vont devoir être assumées par Hydro-Québec. Et avec cette privatisation prévue dans le projet de loi 69, ça veut dire qu'on se priverait à peu près de 3 milliards par année de revenus au gouvernement du Québec. C'est ce qu'on dit aussi. 3 milliards. On perdrait une rente économique importante. Un CHUM par année, 80 labs d'école qui vient d'être coupé, c'est ça qu'il faut que les Québécois comprennent. C'est ça la privatisation. On va se priver de ces revenus-là, nous les Québécoises et les Québécois. C'est bien ça que vos chiffres disent. C'est ce qu'on craint, c'est ce que nos chiffres disent. Pierre-Guy Sylvestre, je suis conseiller syndical au service de la recherche du syndicat canadien de la fonction publique au Québec. Je suis économiste de formation. Voilà, c'était pour situer M. Pierre-Guy Sylvestre. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on défend? Parce qu'il y a encore une petite liste de choses qu'on défend. Alors, ce qu'on défend envers et contre tout, c'est les terres agricoles. Parce que vous savez que TES Canada s'approprie nos terres agricoles nécessaires à la sécurité alimentaire du Québec. Il faut quand même le dire, ce n'est pas les terres agricoles pour les terres agricoles, mais c'est pour la sécurité alimentaire du Québec et donc l'indépendance alimentaire aussi du Québec. Et c'est déjà une petite partie du territoire qui est consacrée aux terres agricoles. Alors, l'UPA a dénoncé les affirmations de TES à l'effet que 60% des éoliennes seraient installées ne seraient pas installées en terre agricole, pardonnez-moi, et alors que l'UPA dit que c'est 93% des éoliennes qui seraient en terre agricole. Et là, je vais vous lire un petit passage d'une lettre de l'UPA Mauricie qui a été adressée à ses membres. Donc, les chiffres de TES Canada s'expliquent par le fait que certaines installations seront implantées dans des zones qui ne sont pas actuellement en culture. Par contre, leur présence limiterait la capacité de développement des entreprises agricoles. En continuant à présenter des informations de façon à minimiser l'impact réel, TES Canada tente de masquer la réalité des conséquences sur les terres de la région. Donc, c'est bien 93% des éoliennes qui seraient installées sur des terres agricoles. Certaines sont en friche, mais quand elles sont en friche, c'est le potentiel futur du territoire agricole qu'on occupe finalement. On défend aussi le patrimoine paysager. Alors, ce patrimoine paysager, la beauté de notre patrimoine, de l'héritage qu'il représente, puisque c'était façonné au cours des nombreuses générations. La rivière Batiscan traverse de nombreuses municipalités où les méga-éoliennes industrielles seront visibles à plus de 10 kilomètres. Ces éoliennes vont nécessairement défigurer et dénaturer notre patrimoine. Et là-dessus, on vous invite à consulter le magnifique livre de Joanne Germain qui s'intitule « Jean de Rivière » et vous allez comprendre l'importance de ce paysage, de ce patrimoine paysager de la vallée de la Batiscan. TES Canada écrit que lui, ce qu'il veut faire avec ce paysage-là, c'est d'ajouter une touche de modernité. Ça, c'est les mots utilisés par TES Canada. Une touche de modernité. Sa touche de modernité, c'est de transformer ce patrimoine paysager-là en zone industrielle. Oui, et j'aimerais rappeler, dans l'avis de projet de TES Canada qui a été déposé là, pour la suite du BAP, pour le BAP,
il est dit, on souligne les impacts des éoliennes sur le territoire, donc dans la phase d'exploitation, pas juste la phase de construction, mais la phase d'exploitation, et on dit la modification du paysage associée à la présence des infrastructures du projet, et principalement par la présence des éoliennes et des lignes de transport d'énergie, parce qu'on les oublie aussi, les lignes de transport d'énergie parfois. Alors, une étude de paysage accompagnée de simulations visuelles sera effectuée en considérant la localisation des observateurs potentiels sur le territoire et en prenant en compte les points de vue d'intérêt. Alors donc, il y a une firme qui va venir dans la région, qui va regarder les points de vue d'intérêt. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la région, c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment d'appartenance par rapport à ce patrimoine paysager-là, qui n'a aucune identité reliée à ce patrimoine, et qui va venir nous dire quels sont les points d'intérêt. Et là, vous allez me permettre une petite caricature. Je sais que c'est une caricature, là, mais je vais me le permettre pareil. Disons que la personne ou les personnes de Apkin Realis, j'imagine, parce que c'est la firme qui s'occupe de faire l'étude d'impact, vient d'arriver de Suisse. Est-ce qu'on peut se dire que quand on va en Suisse, il y a des montagnes et il y a des paysages extrêmement impressionnants? Et là, il arrive de Suisse, il arrive dans notre coin de pays, donc je vais nommer mon village, si vous me ma municipalité, pardonnez-moi, vous me le permettez, Sainte-Adèle. Et là, lui, il faut qu'il distingue les points d'intérêt. Il y a les petites collines, il y a évidemment du territoire agricole. Peut-être qu'il va décider, lui, qu'il n'y a pas vraiment de point d'intérêt dans le paysage. Donc, vous voyez, c'est une caricature, bien sûr, mais c'est pour vous dire que c'est laissé, puis c'est une donnée quantitative, alors que nous, quand on parle du patrimoine paysager, on parle d'une donnée qualitative, et on parle d'un paysage qui n'est pas une photo ni une carte postale. C'est un paysage auquel on s'identifie, qui nous appartient, et qui appartient à la communauté depuis des générations. Et j'ajouterais sur cette question de paysage que les éoliennes de TES Canada, je rappelle à tout le monde qu'il n'en existe pas de pareil au Québec actuellement. Et que les photographies, les images qui sont présentées dans les médias jusqu'à maintenant sur les éoliennes nous présentent toujours les petites éoliennes de Cap-Chat, les petites éoliennes de la Gaspésie. Or, les nôtres vont être 2 fois plus hautes. Lorsqu'on dit des éoliennes de 650 mètres... 50 pieds. 650 pieds. C'est pour moi si... Quand on parle d'éoliennes de 650 pieds, eh bien, on est de l'ordre d'un édifice de 60 étages. La place Royale à Trois-Rivières en compte 13. Alors, on est donc en train de faire 4 fois la hauteur de la place Royale à Trois-Rivières. Alors, ça n'a rien à voir avec les belles petites éoliennes bucoliques qui nous sont présentées souvent dans de multiples interventions qui sont faites par d'autres. Et finalement, parce que là, on en a pas mal pour ce matin, donc on défend notre qualité de vie et notre santé physique et mentale. En ce qui concerne la qualité de vie, la santé physique et mentale, je vais citer les propos de Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est la présidente de l'Association des médecins pour l'environnement. C'est un article qui est paru dans Le Devoir et qui disait, par exemple, lorsqu'on fréquente des milieux naturels, on constate une réduction du stress, de la fréquence cardiaque et de la tension, mais aussi une amélioration, pardonnez-moi, de l'humeur, des fonctions cognitives et de la capacité d'attention. Donc, c'est dire l'importance d'avoir accès aux milieux naturels. Par ailleurs, en 2020, l'Agence nationale de recherche en France a financé des travaux de recherche sur l'impact du bruit des éoliennes sur la santé humaine. Et la raison pour laquelle ils ont financé ce projet de recherche, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, a déclaré que les études existantes sur l'impact du bruit des éoliennes sur la santé humaine étaient soit inexistantes, soit de faible qualité. Écoutez, si c'est bon pour la France, là, ça doit être bon pour le Québec aussi. Donc, nous, on a déjà des milieux naturels dont la beauté participe à la réduction du stress, de la fréquence cardiaque et de la tension, que nous allons détruire pour faire de nos communautés de véritables zones industrielles, comme René l'a dit tout à l'heure, avec l'installation de gigantesques éoliennes. De plus, l'état de connaissance présentement qui traite de l'impact des éoliennes sur la santé humaine et animale même est vraiment embryonnaire. C'est un tout début et
devant ce constat, nous, on se dit, ben, c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer. Mais pour l'instant, la multiplication aléatoire, et je dirais même anarchique, des projets des parcs éoliens, sous prétexte de transition énergétique, répondent davantage à la logique du profit. Et j'aimerais terminer en citant le maire Michel Anger, quand il a dit, vous savez, les éoliennes, ça existe depuis 30, 40 ans, là, hein? Donc, sous-entendant que s'il y avait des risques pour la santé, ben, on les connaîtrait déjà. Hein? Je ferai remarquer que 30-40 ans, c'est pas très long pour connaître les risques sur la santé, peu importe le projet. Mais je voudrais vous rappeler que le lien entre le cancer de l'amiante et le cancer a été découvert en 1890 par un docteur australien. Et ce n'est qu'en 2018 que le Canada a interdit l'importation et l'utilisation de l'amiante. Un siècle plus tard. Alors, est-ce qu'on peut se dire que 30-40 ans, là, ça pèse pas lourd dans la balance? Alors, merci. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont prendre la parole. Donc, ah oui, c'est vrai. On a une vidéo à vous montrer de M. Pascal Paradis, qui nous a envoyé cette vidéo hier soir. Salutations au collectif Toujours Maître chez nous et à tout le monde de la Mauricie, particulièrement de Mekinac et des Chenaux. Ici Pascal Paradis, député de Jean Talon, porte-parole du Parti québécois en matière d'énergie. Très content d'être avec vous virtuellement. J'aurais préféré être là en personne, mais on est en pleine séance intensive ici à l'Assemblée nationale, notamment pour parler d'énergie. Mais j'aurais beaucoup aimé être là, vraiment, parce que le dossier de Test Canada, vos revendications, ce que vous dites, c'est extrêmement important pour moi. J'en ai parlé beaucoup à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois en a parlé beaucoup dans les médias et à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui a été développé sans l'acceptabilité sociale, sans qu'il y ait des consultations et surtout sans que le gouvernement nous annonce où il s'en va avec ce projet-là. Sur quelle base le projet a-t-il été sélectionné? Qu'est-ce qu'on veut développer exactement? Ce sont des questions qui demeurent encore sans réponse et surtout c'est lié à une volonté du gouvernement qui est annoncée dans le projet de loi qui a été déposé ici, le projet de loi 69. C'est lié donc à une volonté de privatisation. Le gouvernement nous présente ça, le projet Test Canada, comme le futur modèle de ce que c'est de l'autoproduction. Or, de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, ce n'est pas de l'autoproduction, c'est une forme de privatisation de l'énergie, de privatisation de ce qu'on a construit, nous, les Québécoises et les Québécois, avec notre énergie, avec notre intelligence, à la force de nos bras, Hydro-Québec. Et malheureusement, il n'y a pas eu de débat public sur ces questions-là. Et c'est ce que vous réclamez et c'est ce que vous dites. Vous dites qu'à Mekinac, à Deschenaux, l'acceptabilité sociale n'est pas là. Le gouvernement doit vous entendre. Nous, on va s'assurer de transmettre votre voix à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on soit avec vous bientôt sur le terrain. Merci tout le monde. Lâchez pas. Nous. Merci. Donc, simplement pour vous dire aussi que cet avant-midi, Pascal Paradis va déposer une motion à l'Assemblée nationale à ce propos-là. Donc, il nous a demandé de ne pas vous... de vous dire le contenu exact de la motion, mais c'est une motion là, qui va viser l'acceptabilité sociale et quelques notions aussi. Donc, mais on ne va pas donner le scoop avant qu'ils puissent le faire. Alors, donc, on a d'autres personnes, parce qu'on garde la fin pour Mme Blais. Donc, il y a deux autres personnes qui vont prendre la parole. Donc, M. Patrick Gloutenay, qui est le président du SCFP Québec, qui va venir aussi... Là, je vais passer Martine. Merci, Carole. Merci au collectif d'être aussi présent. Merci à tous et chacun d'entre vous d'être là. Oui, comme Carole l'a mentionné, Carole, je la connais depuis 12 ans, on travaille ensemble au SFP. Je suis Patrick Gloutenay, président du SFP Québec. Je représente les 16 000 travailleurs d'Hydro-Québec. Ça fait plus de 18 mois maintenant que nous sommes au travail pour garder l'électricité publique. Notre slogan au SFP, c'est Hydro-Québec, on l'a bâti ensemble.
gardons nos services d'électricité publique. Ce qu'on vous a parlé, c'est exactement ce qu'on fait depuis 18 mois. On a été déçus le 5 septembre dernier, on a rencontré, le 5 septembre 2023, pas dernier, mais 2023, on a rencontré M. Fitzgibbon alors qu'il était le ministre de l'Énergie. Clairement, on est sorti de là et on savait qu'on s'en allait tous vers la privatisation. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps parce que je veux laisser le temps aux gens en avant parce qu'on est ici pour eux. Mais en même temps, on vous a parlé un peu de ce qui pourrait arriver avec les petites mini-centrales. J'aimerais vous rappeler qu'avant 1963, il y avait plus de 80 réseaux électriques au Québec. 80. C'était le Far West. Les prix étaient inéquitables et la qualité du service aussi. Donc, ce qu'on s'en vient actuellement, M. Paradis, vous avez vu mon collègue Pierre-Guy Sylvestre, j'étais présent à ses côtés lorsqu'on a déposé notre projet de mémoire en commission parlementaire, et juste pour vous montrer l'attitude de ce gouvernement-là qui est la CAQ. Nous sommes le plus gros syndicat au Québec, on représente 141 000 travailleurs au service de la population. 16 000 de ces travailleurs-là sont chez Hydro-Québec et le gouvernement a même invité en commission. On a dû, une chance qu'on est associé avec la FTQ, on a dû se présenter en commission parlementaire avec nos collègues de la FTQ, malgré 2 appels que j'ai faits directement à M. Fitzgibbon. Donc, ça vous démontre que ce gouvernement-là veut faire à peu près tout ce qu'il veut et privatiser. Et le slogan, on ne peut pas vous dire mieux que ça, mettre chez nous. Ça nous ramène à la création d'Hydro-Québec. Et malheureusement, actuellement, on est à l'époque où le gouvernement veut privatiser les services d'électricité et la production. On n'est pas contre l'éolienne, au contraire. On l'a toujours démontré. En 2008, au SFP, on a fait une campagne nationale pour nationaliser l'éolienne. Mais malheureusement, le gouvernement ne nous a pas entendus. Et comme mon collègue vous a mentionné, c'est plusieurs milliards de dollars qu'on est venu chercher dans nos poches. Et si on regarde la qualité de nos services publics aujourd'hui, la santé, les écoles, la génération, nos petits-enfants et nos enfants, c'est eux qui vont payer la facture des comptes d'électricité tantôt. Puis Hydro-Québec, je reviens au service public, Hydro-Québec nous permet d'avoir des services publics de qualité. Donc, je veux vous remercier d'être là. Sachez qu'on est 100% derrière de vous. Il y aura des événements qui vous seront transmis incessamment. J'ai appris ça ce matin. Mais sachez une chose, c'est que nous avons Hydro-Québec à cœur. Hydro-Québec, on le bâtit ensemble. Puis les chefs des 3 partis de l'opposition, on travaille avec les 3 partis de l'opposition au gouvernement depuis plus de 18 mois. Pascal Paradis, il a fait un travail exceptionnel, même si c'était la 3e opposition. Il y avait 2 minutes 18. Je vous invite à aller consulter la commission parlementaire. Là. Les 2 dernières minutes 18, là, M. Pascal Paradis, là, vous allez voir quelqu'un qui est à la ligne majeure. Merci. Et Mme Marois Risky aussi a fait un travail extraordinaire avec M. Arun Boisy de Québec solidaire. Mais le SFP est 100% derrière de vous. Ce qui se passe actuellement, c'est le joyau d'Hydro-Québec. C'est le joyau de René Lévesque et d'Adela Godbout qu'on veut protéger et qu'on veut garder pour nos générations futures. Parce que, malheureusement, dans l'état où la société s'en va aujourd'hui, ben, c'est nos enfants qui risquent de payer le gros de la facture. Fait que merci au collectif. Merci à Hydro-Québec. Oui. L'autre partie, si tu veux, Normand il est en réunion, donc il doit aller dans une autre, avec justement le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Donc, merci. Merci beaucoup de me permettre de prendre la parole. Donc, peut-être juste vous rappeler que moi, je suis une ancienne d'Hydro. J'ai fait 20 ans chez Hydro-Québec et aussi ancienne ministre des Ressources naturelles. Fait que ça m'interpelle vraiment, ce projet-là. Et vous dire que nous aussi, on a demandé à être entendu en commission parlementaire pour le projet de loi 69 à plus d'une reprise et on a été refusé. C'est quand même assez aberrant. Et je travaille avec les citoyens ici dans Deschenaux et Mekinac depuis près d'1 an maintenant à dénoncer la désinformation sur le projet de Test Canada. Test Canada-Power Corporation, il faut se le dire, ça n'a rien à voir avec la transition énergétique. C'est un projet de pur gaspillage électrique. Et là, je vais vous citer le professeur, vous allez me corriger, Dunkerque de Polytechnique, qui a fait les calculs
Et en prenant leur hydrogène pas vert pantoute pour réformer ça en gaz, c'est 40 000 maisons qu'on pourrait chauffer. Mais en utilisant l'électricité directement avec des thermopompes, on parle de 666 000 maisons. C'est donc un projet de pur gaspillage électrique. C'est un projet de privatisation de l'électricité avec un projet d'hydrogène pas vert pantoute, parce que je vous l'ai dit, c'est du gaspillage électrique. Fait que du gaspillage, c'est pas vert. Ce n'est pas un projet de décarbonation, c'est plutôt un projet de recarbonation. Pourquoi? Parce que c'est l'éco-blanchiment du gaz de Gaz Métro Énergie. Puis le gaz de Gaz Métro Énergie, c'est du gaz de schiste, du gaz de fracturation. C'est le plus polluant de la planète en termes de GES. Fait que c'est un projet de recarbonation. Le projet de Test Canada-Power Corporation, c'est un projet qui est illégal. Tellement illégal qu'ils ont fait le projet de loi 69 pour le légaliser. Le projet de loi 69, c'est un projet de privatisation de l'électricité à tous les niveaux. Privatisation de l'éolien, privatisation de barrage jusqu'à 100 MW, privatisation de la distribution et privatisation par l'actionnariat. Cela, on l'oublie souvent, mais ça, c'est de la privatisation c'est Total en France, où les Desmarais étaient des actionnaires importants, a été privatisé par l'actionnariat. Donc, c'est un projet qui est justifié. On dit on va le donner au privé parce qu'il y a peu d'électricité. On est rendu en manque d'électricité. Il y a une pénurie épouvantable. C'est drôle, il y a quelques années, on était en surplus. Cette pénurie-là a été créée de toutes pièces, par les gouvernements libéraux et de la CAQ par la suite, avec les programmes PAFI, où ils ont attiré, j'appelle ça les carnivores de la planète. Quand Fitzgibbon disait « J'ai tellement de demandes pour l'électricité », ben oui, il a mis des rabais à l'électricité déjà la moins chère de la planète. Fait qu'on a un paquet de carnivores électriques qui veulent venir ici, et par 2 projets d'exportation à perte. Je pourrais répondre aux questions, sinon ce sera trop long, mais aux États-Unis, signés par Martel et par Brochu. Donc, on a assez d'électricité. Si on mettait ça de côté, ces carnivores-là et ces 2 projets d'exportation-là, 2 contrats d'exportation, on a assez d'électricité au Québec, avec l'économie, avec l'efficacité énergétique et avec le transport en commun, pour sortir le gaz, tout le gaz et le pétrole de notre chauffage et de nos transports. Il y en a assez, j'ai fait les calculs. Donc, c'est tout un faux débat et vraiment la désinformation. Test Canada-Power Corporation, c'est finalement, et là je vais rejoindre M. Bloutenay, c'est finalement le retour aux fiefs privés électriques, tels la Shawinigan Water and Power. Ce serait un très mauvais retour de l'histoire que ça se passe ici à Mauricie. Ouh! Merci beaucoup. Maintenant, on passe la parole à Isabelle Blais. Bonjour. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de micro? Écoutez, je ne vais pas vous dire des choses plus intelligentes que ce qui a déjà été fait. Je veux dire, moi, je suis ici parce que j'appuie le collectif Toujours Maître chez nous. Je ne peux que me rallier à tous ces arguments, ces chercheurs, toutes ces études qui ont été faites. Je suis née à Shawinigan. J'ai grandi à Trois-Rivières jusqu'après mon cégep. Donc, j'ai beaucoup de familles et d'amis dans la région. Je connais bien la région. Et je partage mon temps entre Montréal et j'ai un chalet dans le coin de Shawinigan, justement. Donc, pour moi, quand j'ai eu vent de cette corridor éolien, j'ai eu peur, en fait, parce que je pense que personne ne veut retrouver ça dans sa cour, même si c'est pour des bonnes raisons. Je pense que ça... Je veux dire, tu ne quittes pas la ville pour te retrouver à côté d'une éolienne. Et je dirais que quand j'ai su par après, une de mes voisines me dit « Non, finalement, ça ne sera pas proche de chez nous, là, inquiète-toi pas. » Malheureusement, comme bien des citoyens, ce que j'ai fait, c'est
ah, phew, pas dans ma cour, yes, je suis bien contente. Puis j'ai un peu oublié ce projet-là, jusqu'à ce que mon ami Danny me ressollicite et m'appelle et me dit, écoute, ben, moi je suis en plein touché au cœur de la région où ils veulent implanter ça. Puis il dit, est-ce que toi, tu sais, qu'est-ce que ça te dit? Parce qu'effectivement, à un moment donné, peut-être qu'on ne sait pas si les tracés vont changer, puis ça pourrait te toucher de près. Puis je pense que tant que c'est pas dans notre cours, on n'en fait pas trop de cas. Mais je pense que c'est un enjeu qui touche toute la population québécoise, justement, parce que c'est des enjeux plus grands que juste les deux MRC qui sont touchés. Danny m'a envoyé beaucoup d'informations, beaucoup d'études, de vidéos, de conférences, et je dois dire que j'ai passé des heures à faire mes devoirs parce que je me suis dit, tu sais, je ne vais pas me prononcer si je ne connais pas le dossier. Et je ne vais pas prétendre qu'en si peu de temps, je suis devenue une experte en la matière. Je ne peux juste me rallier aux arguments que j'ai lus et entendus. En résumé, pour moi, j'avais, de tout ce que j'ai lu, ce qui m'apparaissait assez évident et assez questionnable, en fait, parce que c'est clairement, là, ça suscite énormément de questions. C'est très aléatoire, tout ce qui est promis, les tenants et aboutissants de ce projet-là sont un peu flous. Je me suis posé la question, parce que je l'ai lu aussi, mais ça m'a vraiment fait allumer. Qui décide des règles, en fait? Il y a une espèce de déresponsabilisation du gouvernement. Et c'est qui décide, en fait? C'est-tu le gouvernement ou c'est l'industrie? Quand le gouvernement dit à l'industrie, écoutez, allez sur le terrain avec des firmes qui quand même peut susciter plus qu'une apparence de conflit d'intérêts, ceci dit. Amenez-nous des études, amenez-nous l'acceptabilité sociale avec des ententes, les fameux ERA, les ententes de répercussion-avantage. Puis, nous, si c'est accepté socialement, bon, on dit oui. Mais qui décide, en fait? Parce que qui décide des règles, des normes, de ce qu'il va y avoir dans ces ententes-là? Quand l'industriel va rencontrer pas tout le monde sur la table, déjà quelques personnes, déjà il y a un manque de transparence évidente, parce que si tu approches un propriétaire terrien, est-ce qu'on est à forces égales ici? La proposition de ce qu'il y a dans ces ententes-là sont souvent sous le signe le sceau de la confidentialité. Donc, si les gens ne peuvent pas dire ce qu'il y a dans ces ententes-là, comment peuvent-ils se parler? Comment peuvent-ils négocier, se mobiliser quand il y a quelque chose qui ne va pas? On dit toujours aux gens, bien, vous avez le fardeau de la preuve. Au lieu que ce soit des réglementations qui viennent du gouvernement, on laisse un petit peu aller sa responsabilité sur entre les mains de l'industrie pour décider des facteurs et des normes et de ce qui sera acceptable dans ces dites ententes-là, dont on n'a pas du tout la lumière et l'information complète. Donc, pour moi, c'est ce qui me choquait beaucoup. Je pense que, à la lumière de tout ce qu'on a entendu, il y a un pas de recul à avoir, à prendre le temps, parce que c'est des grosses décisions qui vont vraiment avoir un impact. Et il faut penser au long terme. Il faut penser au legs qu'on veut laisser. Il faut penser à qu'est-ce qui va demeurer pour les générations futures. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos projets de société sur du long terme? Et je pense que l'appât du gain, l'empressement avec lequel les industriels sont prêts parce qu'ils sentent les opportunités, je pense qu'il faut vraiment mettre un frein là-dessus pour prendre le temps de réfléchir. Effectivement, les projets sont là, il y en a des solutions. Puis je peux comprendre les gens qui sont dans le besoin, qui se sont fait approcher avec des sommes d'argent et qui sont dans le besoin. Je pense que si ça va devenir un problème parce que les gens, il va y avoir une fissure sociale. C'est déjà commencé où il y a des gens qui ne s'entendent pas parce que, évidemment, tu peux offrir de l'argent, tu en as besoin. On peut comprendre les problématiques, mais en même temps, la pression que ces gens-là peuvent avoir parce qu'ils vont se faire approcher en disant « si toi, tu n'acceptes pas, bien, le voisin va l'accepter ». Donc, c'est un petit peu complexe parce qu'on n'est vraiment pas à forces égales là, quand vient le temps justement de négocier cette acceptabilité sociale-là.
je pense qu'il y a une dissociation à y avoir entre un projet dont les objectifs sont la décarbonation et des projets dont l'objectif, c'est juste du développement économique et de l'enrichissement de certaines compagnies. Parce que ça n'a pas les mêmes critères de financement. Donc, il faudrait juste voir à quelle proportion est vraiment utilisée pour la décarbonation, puis quelle proportion est juste pour s'enrichir, en fait. Je pense que les intérêts, l'intérêt des Québécois est menacé dans sa richesse, dans cette belle... en tout cas, j'ai plein de questions par rapport à Hydro-Québec, mais on pourra en parler. Mais je pense que on peut avoir des projets qui vont apporter à tous les Québécois et Québécoises et non pas de jeter nos bénéfices et tout ce qu'on a gagné dans les mains de capitaux étrangers. Voilà. Bravo! 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 Merci. Donc, on arriverait à la fameuse période de questions. Rachel est là. Rachel est là. Oui, ça va. Mais on arriverait à la période de questions et Rachel, qui est là derrière avec Apolline, donc sa petite dernière. Si vous avez des questions à poser à Vendélu, qui est un collectif d'élus qui s'oppose à l'implantation des éoliennes en milieu habité, il faut le dire. Donc, vous pouvez poser des questions à Rachel. Cela dit, si vous voulez poser des questions à M. Finet, j'ai son numéro de téléphone, ou à M. Sylvestre aussi, j'ai son numéro de téléphone que je vais pouvoir vous transmettre. Sinon, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Dites-moi, là, qu'est-ce que vous pensez de la réaction des municipalités et des MRC par rapport à ce projet-là jusqu'à présent? Oh, vaste question. Vaste question. En fait, quand on regarde un petit peu d'une manière macro, là, il faut dire une chose, c'est que le pacte fiscal avec les municipalités n'a pas été généreux à l'égard des municipalités, hein, surtout le pacte fiscal de la CAQ, ce qui fait en sorte que toutes les municipalités, présentement, les élus municipaux, la majorité, j'entends, ils sont vulnérables finalement, parce que le financement est difficile, ils sont vulnérables à la convoitise de l'entreprise privée. Donc, toute entreprise privée, c'est pas pour rien qu'ils contactent en premier les élus, même pas les propriétaires terriens. Ils contactent les élus, ils parlent avec eux, commencent à voir l'état de la situation, donc ils testent la température de l'eau, et après ça, ils vont voir les propriétaires terriens, alors, ou les agriculteurs. Parce que, finalement, la situation financière dans certaines municipalités est difficile, donc ils sont extrêmement vulnérables. Ça, c'est une réalité à laquelle on doit faire face et que la CAQ envenime ou accélère, je dirais même, mais envenime, je dirais. Cela dit, il y a des élus aussi, et là, on peut parler de toutes les distinctions, puis on pourrait en parler pendant des heures, de la réaction des élus, mais il y a des élus qui nous parlent de leur fameux pacte de neutralité. Hein? Ils sont ni pour ni contre, semble-t-il, puis ils veulent être neutres. Mais par contre, ils nous annoncent qu'ils vont aller négocier des redevances plus élevées avec TES Canada. Ça ne m'apparaît pas une très grande neutralité. Donc, c'est un peu difficile et ils ont une réaction un peu... vous avez 4100 signataires là, qui ont signé les pétitions. C'est quand même, pour des petites municipalités, là, pour la MRC Mekinac des Chenaux, c'est quand même important. Là. Et ils reçoivent les pétitions, ils les mettent de côté. Comme si, finalement, les pétitions n'existaient pas, comme s'il n'y avait personne qui avait signé. Et souvent, ils s'arrangent même pour décrédibiliser les pétitions, pour minimiser ou banaliser les pétitions. Donc, ils nous disent qu'ils sont neutres, mais ils ont des façons de se comporter qui ne sont pas tout à fait neutres. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas de redevance, et là, je vais vous citer un opposant qui est un opposant dans la région de Valleyfield. Alors, il y a une petite municipalité où il y a encore Moralec, je pense, qui a contacté la municipalité pour faire un parc éolien. Et encore là, dans la partie rurale de la municipalité, pas le périmètre urbain de la municipalité, la partie rurale.
Alors, cet opposant dit au maire en question, dont je ne me rappelle même plus le nom, « Ouais, mais s'il n'y avait pas de redevance, tu sais, toi, tu parles de la décarbonation, puis de l'importance de faire sa part. S'il n'y avait pas de redevance, t'accepterais-tu le projet éolien? » Il a répondu, « Ben, jamais. Jamais. Mais là, c'est de l'argent, puis c'est mieux que rien, puis ça va nous faire du financement. » Alors, on voit à quel point ils sont vulnérables à la convoitise. Puis là, le terme convoitise, je dirais qu'il est utilisé sciemment, à la convoitise de l'entreprise privée. Mais cela dit, je l'ai dit en commission parlementaire et je peux le répéter, on a un projet qui, selon les experts, est considéré, je parle de Test Canada, considéré comme de l'aberration énergétique. Martine l'a très bien dit, c'est un gaspillage d'électricité et c'est une goutte d'hydrogène de GNR qui va être dans un océan d'hydrogène, en fait, de gris ou de brun, selon qui parle. Mais sauf que nous, merci de Kinac et des Chenaux, on est totalement otage d'une aberration énergétique en réalité. Alors, vous voyez l'absurdité de la situation et on va détruire nos régions, parce que je m'excuse, une éolienne de 210 mètres de haut, ce n'est pas une touche de modernité. D'autant plus que là où je reste, Saint-Adèle, il va en avoir, semble-t-il, selon les tests, de 20 à 29 éoliennes. Alors, adieu la touche de modernité, là. C'est plus une touche. Quand il y en a 29, on n'appelle plus ça une touche, là. On appelle ça une invasion. C'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est ça la réalité. C'est la situation révoltante, puis je pense que tout le monde est d'accord avec moi, révoltante dans laquelle on se trouve pour permettre un pseudo-projet de transition énergétique de voir le jour, mais on prend en otage nos régions. Et quand on voit à la Cité de l'Énergie qu'il y a des gens qui se réunissent et qui disent « Ah non, on ne peut pas laisser passer ça », mais c'est tous des gens qui sont en général de Shawinigan, qui n'auront donc pas les impacts des éoliennes, c'est encore un petit peu plus révoltant. Il faut juste regarder les maisons, comment elles sont petites par rapport aux éoliennes. 3 pouces. Ah, vous voyez d'ailleurs. Sur l'image. Oui, alors là. Ça, c'est très, très important. Là, on est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser à essayer de faire une maquette de ça pour que ce soit mieux représenté pour tous les visuels. Alors, en supposant que sur la maquette, on parte avec une maison de 30 mètres, donc une maison de 3 pouces. 30 pieds. De 30 pieds. 30 pieds. J'aime ça avec ses mètres, c'est... Système métrique. Non. Les vieux ont de la misère avec les pieds. Alors, une maison de 30 pieds, disons, elle va être réduite sur une maquette à 30 pouces. 3 pouces. Quelle est la hauteur de l'éolienne juste à côté à l'échelle? C'est 5 pieds 9 pouces. 3 pouces, les gars. 3 pieds. 3 pouces. 3 pouces. 3 pouces. 3 pouces la maison. 3 pouces. Et l'éolienne, 5 pieds 9 pouces. Ça, c'est à l'échelle de... Là, quand on regarde les illustrations d'éoliennes, puis vous remarquerez que dans tous les documents de Test Canada, il n'y a aucune éolienne. Ouais. On nous présente que des beaux paysages bucoliques. Alors, une forêt, quand on voit les images dans d'autres publications, et que là, on voit les images d'éoliennes qui ressortent de la forêt, une forêt, c'est à quelle hauteur une forêt mature? Une forêt mature, ça, disons... 40 pieds. Ben, entre 30 et 50 pieds pour... Alors, allons-y avec 75 pieds, bon, si vous voulez. Allons-y avec 75 pieds pour la forêt. Les éoliennes de la Gaspésie sont à peine... sont toutes petites à comparer de l'éolienne de 650 pieds. Vous voyez que c'est presque... C'est 575 pieds qui viennent de dépasser de la forêt. C'est visible à 10 km à la ronde. Je voudrais aussi ajouter sur la question du point de vue des élus et de cette vulnérabilité-là. Je comprends aussi que les élus certains élus entendent de leur côté la précarité chez certains agriculteurs. Et on la connaît, la situation de l'agriculture au Québec, comment c'est une situation qui est difficile actuellement. Et donc, là, on dit, oui, mais ces agriculteurs-là, qui vont recevoir 25 000 de l'éolienne, eh bien, là, ils vont être capables de boucler leur fin de mois avec ça. Bon, d'abord, il faut savoir que sur les 145 éoliennes qui sont prévues dans nos 2 MRC, bon, on dit souvent 130. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse et je vais régler la chose. Pendant que d'une main,
l'avis qui est déposé au gouvernement dit jusqu'à 145 éoliennes. 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, dans les médias, Tess disait c'est 130. Bien là, pourquoi tu viens de déposer 150? L'idée, n'est pas apparue en l'espace de 2 ou 3 jours. Alors, donc, nous, on continue à parler de 145, puisque dans les documents officiels, c'est jusqu'à 145. Et j'ouvre une autre parenthèse. Dans un autre projet d'éoliennes au Québec, le nombre d'éoliennes et la puissance des éoliennes ne correspondaient pas à ce qui a été présenté au BAP. Alors, le nombre n'a pas été le même et des éoliennes ont été beaucoup plus puissantes que ce qui avait été présenté et analysé par le BAP. Je ferme cette parenthèse-là, je reviens à mes agriculteurs. Alors, quand on entend qu'un agriculteur pourrait être aidé, on se dit, hey, oui, effectivement, puis je sympathise énormément avec les agriculteurs qui ont des difficultés. Cependant, sur les 145, on s'entend que ce ne sont pas tous les agriculteurs qui ont des difficultés, là. Il y a des agriculteurs là-dedans qui sont de très grosses entreprises et qui ont de multiples terres et qui, eux, n'ont pas vraiment besoin de recevoir ce 25 000-là. Mais supposons que les 145 sont dans le besoin. Il y a 500 agriculteurs. On vient de régler le problème que du quart des agriculteurs. Ça veut dire que la mesure d'aide à l'agriculture ne doit pas passer par des projets comme celui-là. La mesure d'aide doit passer par des programmes qui soient équitables et qui permettent à chacun des agriculteurs de pouvoir être soutenu, non pas parce que j'ai accepté une éolienne chez moi et que Test Canada n'est pas venu chez moi pour m'installer, que le voisin dit, puis moi, Test Canada n'est pas venu chez moi pour installer une éolienne, et donc je vais rester dans la misère. Alors, vous comprenez que ce n'est absolument pas la solution d'aide à l'agriculture et les élus, il faut qu'ils saisissent cet élément-là, que ce n'est pas la mesure d'aide. Bravo. Bravo. Quelle serait pour vous la meilleure façon de mesurer l'acceptabilité sociale? Excellente question. Un référendum consultatif. Il y a juste un moyen de mesurer l'acceptabilité sociale, c'est le référendum d'ailleurs. C'est une procédure, une structure très connue, très codifiée, avec une seule question, pas 12 000 questions comme on peut retrouver dans un sondage ou 10 questions où on peut aisément noyer le poisson. Donc une seule question, êtes-vous pour ou contre le projet d'implantation des éoliennes dans la MRC, des Chenaux, Mekinac, bon enfin on adapte. C'est une question, et les gens qui sont pour vont se déplacer, ils auront l'absolu anonymat, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se déplacer et être... Il n'y a personne qui va les voir, il n'y a personne, donc c'est l'absolu anonymat. Et les personnes qui sont contre, la même chose, parce que on raconte bien des choses, là, mais vous savez, il y a des gens, parce qu'on a dit, certains maires ont prétendu que oui, les pétitions, là, il y en a qui ont signé la pétition, mais en fait, ils n'étaient pas contre, mais ils se sont sentis obligés de signer. Bon, ça c'est facile parce qu'on décrédibilise le processus, donc c'est une méthode très connue d'ailleurs. Pour avoir fait des relations de travail pendant 26 ans, je la connais la méthode. T'sais. Mais cela dit, il y en a d'autres, nous, qu'on connaît, qui n'ont pas signé la pétition, même s'ils étaient contre le projet de Test Canada, pour ne pas faire de la chicane en famille. Parce que c'est des communautés tissées serrées, et ça crée de la chicane. On connaît déjà, nous, dans notre patelin, les chicanes de famille. Alors que s'il y avait un référendum consultatif, il serait seul dans l'isoloir et il pourrait voter. C'est le seul moyen de mesurer l'acceptabilité sociale pour nous. Ouh! Et pas par zone, hein? Pas par zone, le référendum. Et je souligne, sur ce que Carole dit, c'est que c'est très normé le référendum. C'est pas un référendum que ferait un groupe de citoyens pour le plaisir de faire un... Non, non. Au niveau de la loi, c'est très, très clair comment ça doit procéder, etc., avec des bulletins de vote, avec des isoloirs, etc. Donc, c'est vraiment fait de façon très, très stricte. Alors, c'est la seule manière, effectivement, de pouvoir le faire. Le plus démocratique. Plus démocratique. Et voilà. de toute la population. Hein? Ouais. De toute la population. Madame, je suis Guy Brouillette de Saint-Anne-de-la-Pérade. Oui. Bon, je suis de machinerie agricole, mais je suis aussi agriculteur. Nous autres, de Saint-Anne, supposément qu'il n'y aura pas d'éoliennes. Mais je viens ici avec mon ami Michel, que je le brouille, qui se bat seul ou à peu près pour être solidaire avec le restant. La première chose que je vais dire, la première réunion, j'étais à Saint-Stanislas. Okay. Un monsieur de Saint-Ferdinand qui est venu parler. Claude Charon.
La première chose qu'il a dit, que j'ai retenu depuis le début, il dit la première affaire que les éoliennes vont faire dans vos villages, ils vont diviser le village. Lui, là, il a 100% raison. Parce que moi, je vois Michel Jacob, qui était un homme des plus appréciés de Saint-Onge, parce que c'est une plainte communautaire, puis c'est une plainte pour aider les personnes seules, qui est très connue à Saint-Onge. Puis aujourd'hui, il y a du monde qui ne l'aime plus à cause de ça. Parce qu'il s'est prononcé beaucoup à chaque réunion de conseil. Fait que le monsieur de Saint-Ferdinand, il a dit la vérité. OK? Puis moi, tout le monde qui me connaît ici savent que je vais à la machinerie. C'est difficile pour moi de venir me prononcer parce qu'il y en a qui sont pour, les agriculteurs, il y en a qui sont contre. Mais à un moment donné, rendu à 60 ans, il faut que tu t'affirmes. OK? Au détriment de tout le temps ce que j'ai gagné. Deuxième affaire que je vais vous dire, puis retenez-les. Moi, j'ai eu la chance, par mon métier, d'aller au Danemark en 1994. Pour quelqu'un qui avait jamais sorti de Saint-Onge, ça m'a fait une formation pour les pulvérisateurs au Danemark en 1994. Quand je suis revenu du Danemark, 3 semaines plus tard, tout le monde a joué au hockey avec les utilisateurs dans le pays. Guy, qu'est-ce que tu as remarqué au Danemark? Comment tu as trouvé ça? C'est quand même pas une place où tout le monde va pour. Pas comme la Floride. Des éoliennes. Des éoliennes partout. Là, je compte à ça. Partout où tu regardes des éoliennes. Au Danemark, tout le monde sait qu'il y a des éoliennes. Je suis revenu de là, la première chose qui m'a marqué, c'est les éoliennes. La première chose qu'on va remarquer dans les paysages, mais qu'on a à la Sainte-Adèle, ça va être quoi? Des éoliennes. Ça a la valeur que ça a. Moi, là, je l'ai dit à Alexis Sanson, à 106.9 le matin, il m'a demandé mon opinion. C'était des fois, il m'appelle pour parler d'agriculture. Il dit, qu'est-ce que tu penses des éoliennes? Je lui dis, s'il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas d'éoliennes. Il n'y a pas de personne qui va dire, hey, venez donc voir ma belle éolienne à Diablarienne chez nous. J'invite la visite en fin de semaine pour vous montrer mon éolienne. C'est ça que j'avais. Ouh! Merci, monsieur. Juste 2 commentaires rapides. Le premier, il est vrai qu'à ce moment-ci, il n'y a pas d'éoliennes qui sont prévues à Saint-Anne-de-Pérade, mais il faut se rappeler qu'Éric Gauthier a bien dit que s'il ne trouvait pas d'endroit suffisamment dans les 12 municipalités concernées, qu'il s'étendrait du côté de Saint-Anne-de-Pérade et des autres municipalités. Donc, vous n'êtes pas exclu de ce côté-là. La RCI adoptée ce soir par la MRC de Mekinac et la modification du règlement de schéma d'aménagement dans la MRC des Chenaux concerne toutes les municipalités, incluant Saint-Anne-de-Pérade, parce que demain matin, Boralex pourrait arriver et dire, bon, ben là, il y a Test plus au nord, puis moi, je vais prendre les municipalités le long du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire Saint-Anne-de-Pérade, Batiscan et Champlain. Les maires disent, oh, ben, ce ne sont pas des endroits qui sont intéressants pour eux. D'abord, les maires, ce ne sont pas des industriels, ce ne sont pas des spécialistes des éoliennes, et ils se prononcent donc tout à fait gratuitement à cet égard. Ils vont peut-être pogner un mur, Michael. Ils vont pogner un mur. Oui, allez-y. Sans vouloir faire d'agisme ici, là, je pose la question bien candidement, là, mais où sont les jeunes dans le mouvement? Ma réponse n'est pas compliquée. Ils sont tous en train de travailler à l'heure qui est là. Ils sont tous à leur bureau, ils sont tous dans leur ferme. Ou à l'école. Les producteurs laitiers sont tous dans les fermes actuellement. Alors, ils sont là, les jeunes, mais ils sont avec nous autres parce qu'on les rencontre. En tout cas, moi, j'en rencontre des jeunes, puis ils appuient ça, mais ils sont incapables d'être ici aujourd'hui. Avec leurs enfants. Et ils ont signé les pétitions. Oui, ils ont signé les pétitions, les jeunes. Moi, j'ai 3 jeunes adultes, puis ils ont tous signé contre. C'est juste que les jeunes, ils ont autre chose aussi à faire. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'effectivement, ils ont signé les pétitions. Et juste pour vous donner un exemple, là, à Sainte-Adèle, on a fait bien sûr du porte-à-porte, mais à un moment donné, on a envoyé une circulaire ou un dépliant, une feuille, un papier dans les boîtes pour dire, écoutez, on est là au préau de la municipalité de 1h30 à 4h30, telle date, tel jour. Si vous êtes intéressé à venir signer la pétition, on vous accueille, on va être là. Et en 3 heures, on a récolté 65 personnes qui sont venues, à qui on a expliqué le dossier et réexpliqué le dossier. Et là-dessus, il y avait plusieurs jeunes. Donc, mais on a été un dimanche. Le dimanche, ils étaient disponibles. Donc, et on l'a fait une autre fois, mais on disait, vous pouvez aller à tel endroit. La personne va être là de 1h à 4h.
Il y a 50 personnes qui sont venues et là-dessus, ben, il y avait plusieurs jeunes qui sont venus. Donc, c'est sûr qu'un mercredi matin, ils ne sont pas disponibles, ils ont des responsabilités. Nous, on a la chance, ben, lui, il est à la retraite et moi, je suis en processus de retraite. Donc, je ne suis pas encore tout à fait à la retraite, mais je suis en processus. Donc, on a cette chance-là, on va dire, cette chance-là dans cette situation, de pouvoir s'impliquer un peu plus, mais les jeunes sont derrière nous. Et la question se posait, effectivement. Elle était bonne, excellent. Là, il faudrait... Oui. Oui. Ben, si un journaliste veut parler, mais moi, je voudrais surtout préciser qu'il y a beaucoup de producteurs agricoles dans la salle. Des producteurs terriens, des producteurs agricoles, ça c'est important. Parce que ce sont eux qui nous supportent pour ne pas avoir d'éoliennes sur leur terre. Oui, tout à fait. Et qui refusent les propositions de Test Canada. C'est tout vrai. à fait. Bravo. Bravo. Merci. Pendant une heure. Ben oui, c'est bon. Hein? Alors, donc, si vous avez des entrevues particulières à faire, on vous invite à communiquer avec nous. Merci. Merci. Merci aux journalistes. Oui, mais... Bon, j'éteins ça, j'arrête ça. Là. Il est chaud, là. Touche le dos. Il a arrêté plein de fois, il était trop...